J'aime notre continent et je souhaite qu'il se réveille. Je désire que l'Afrique entre dans un réel concert du développement. Il appartient à nous, Africains, de faire avancer les choses. Je pense en premier lieu à l'intégration africaine. C'est pour cela qu'Ecobank est une banque panafricaine et Kaskai est une compagnie aérienne panafricaine. Tant que l'Afrique ne comprendra pas l'importance de son union pour changer avec le reste du monde, elle ne fera que reproduire le schéma colonial des États dont les économies sont peu développées et qui se contentent de faibles échanges commerciaux entre eux. Ce sont là les paroles de Gervais Kofi Diondo, un héros dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Cet homme âgé aujourd'hui de 89 ans est un entrepreneur qui a eu un impact remarquable sur le continent africain. Il a créé plusieurs entreprises, mais il est plus connu pour avoir cofondé l'une des plus grandes banques africaines, Ecobank. Il a créé aussi la société Askai Airlines, une compagnie aérienne privée multinationale, et il prône le panafricanisme. Dans cet épisode, je vais partager avec vous le message d'un sage et un visionnaire. Ce message vient du livre « Deux capitaines d'industrie se racontent » qu'il a écrit avec Paul Fokam Kamonye. Bienvenue sur le podcast des héros, où nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Domer. Avant de commencer l'épisode, sachez que vous pouvez avoir gratuitement la version audio de la plupart des livres dont je parle dans ce podcast. Oui, gratuitement, grâce à Audible. Audible est une plateforme où vous pouvez acheter et écouter des livres audio. Si vous utilisez mon lien, doumer.me/audible, donc doumer.me/audible, audible, doumer.me/audible. Bon, le lien est dans la description. Donc, si vous utilisez mon lien et que c'est votre première fois d'utiliser votre compte Audible, vous aurez le livre dont je parle dans cet épisode gratuitement ou n'importe quel autre livre audio de votre choix. En fait, j'aime les livres audio car ils sont super pratiques, surtout quand vous êtes dans les transports en commun ou dans une salle d'attente et que vous voulez faire bon usage de votre temps. Est-ce que vous savez que ce podcast est disponible gratuitement sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et bien d'autres? Les liens vers le podcast sur chacune de ces plateformes sont dans la description de cet épisode. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, laissez une bonne note s'il vous plaît pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Merci. Ce livre est paru en 2019, coécrit par Gervais Kofi Diondo et Paul Fokam Kamonye. Il a pour titre « Deux capitaines d'industrie se racontent ». Et qui est Gervais Kofi Diondo? C'est un entrepreneur d'origine togolaise et cofondateur d'Ecobank, d'Askai Airlines et plusieurs autres sociétés. Il est très célèbre au Togo et dans quelques pays d'Afrique, mais pas partout. Il n'est pas aussi célèbre qu'un Aliko Dangote par exemple. Pourtant, il a eu un impact remarquable sur le continent africain. Et l'autre auteur du livre est un entrepreneur camerounais, Paul Fokam Kamonye, qui est très célèbre au Cameroun. Il est le fondateur et dirigeant d'Afriland First Bank. Il a aussi participé à la création de Vox Africa et est l'une des plus grandes fortunes d'Afrique francophone. Et le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'ai appris après la lecture de ce livre et quelques extraits comme d'habitude. Le livre est divisé en plusieurs parties, plusieurs chapitres qu'ils ont écrits chacun à leur tour. Et c'est très intéressant parce que c'est la première biographie, livre un peu biographique que je lis qui est écrit de cette façon. Vous pouvez acheter ce livre en utilisant mon lien dans la description. Et je vous garantis qu'après avoir écouté cet épisode, vous allez vouloir dévorer ce livre. Car malgré le fait que je partage avec vous ce que j'ai appris et quelques extraits, tout ça ne suffira pas. Un épisode ne suffira pas pour vous faire acquérir la sagesse et les connaissances de ces deux héros africains. Donc je vous conseille d'utiliser le lien dans la description pour acheter le livre. Et aussi, il y a un autre livre que Gervais Kofi Diondo a écrit, qui est disponible sur Amazon aussi. Et le nom du livre, c'est L'Afrique d'abord. Si vous utilisez mon lien pour acheter ce livre, vous aidez le podcast. Ne vous inquiétez pas, le prix ne change pas du tout pour vous. Le prix est pareil, mais vous aidez le podcast en utilisant ce lien-là, ces liens
en description. Je vous remercie. Et en passant aussi, j'ai reçu plusieurs messages d'encouragement pour mon taf sur ce podcast. Et je vous remercie beaucoup. Ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir que les gens apprécient ce que je fais et qu'ils trouvent le contenu que je crée très, très, très éducatif. Et moi aussi, je m'inspire de ces livres, en fait. Je vous dis juste ce que j'ai appris. Et je trouve ça vraiment fantastique qu'il y en a qui apprécient beaucoup. Et vous pouvez me contacter si vous le voulez sur les réseaux sociaux. Les liens vers mes réseaux sociaux sont dans la description de chacun des épisodes de ce podcast. N'hésitez pas du tout. J'aime entendre ce que vous pensez, même les critiques. Je veux tout savoir. Son enfance. Je suis fils unique et orphelin. Mon père s'appelait Pierre Djondo Afachao. Ce fut un grand commerçant. Ma mère, Catherine Akwavi, m'a quitté quand j'avais 2 ans. Mon père ne s'est pas remarié. C'est lui qui m'a gardé avec lui. Je dormais avec lui. Il était mon père et il était ma mère. Il a joué ces 2 rôles jusqu'à sa mort en 1957, quand j'avais 21 ans. Il me donnait tout ce qu'une mère peut donner à son enfant. J'ai grandi en ayant une vie rythmée par ses activités commerciales d'importation et de vente en détail. Il importait plusieurs types de produits, notamment de grande consommation. J'ai été nourri à ce lait du commerce et cette façon de se battre pour mériter sa pitance. Tout petit à la maison, je voyais déjà le catalogue Manufrance, la première société française de vente par correspondance créée en 1885 à Saint-Étienne. Cette enfance de solitude dont les boutiques et les comptoirs m'a en quelque sorte préparé au travail d'accumulation économique. J'ai été initié assez tôt à la responsabilité. Chaque fois qu'il était temps de faire la cuisine, il me laissait tout seul. Quand les clients venaient demander à acheter ceci ou cela, je criais, je l'appelais, il venait, vendait et puis retournait aux marmites. Puis est venu le temps de l'école. Il a tenu à me donner une instruction solide et sérieuse. C'était le parent idéal. Il savait que l'héritage, le plus important qu'un parent puisse laisser à son fils, est l'éducation. Je me souviens qu'il me tenait par la main et me conduisait à l'école tous les matins. Le dimanche, il me tenait encore par la main, mais nous avions une autre destination, l'église. Nous ne manquions pas la messe du dimanche. C'est ainsi que j'ai appris assez tôt à réfléchir en chrétien, à avoir de la place dans mon cœur pour autrui, à ne pas agir pour mon propre bonheur, mais par amour pour Dieu et les autres. Je deviendrai de ce fait un entrepreneur soucieux de la société. Les valeurs du christianisme m'ont aidé à concevoir le travail comme une quête du bonheur social. Rigoureux en tout, mais surtout exigeant envers moi, j'ai reçu de lui une éducation à la prussienne, la même éducation qu'il a reçue très jeune. Et je pense que beaucoup de choses sont parties de là, comme son exigence de rigueur. Quand mon père mangeait, j'étais debout à côté de lui, les bras croisés. Une fois, alors que je somnolais, il m'a mis à genoux sur des coques de palmiste. J'avais des genoux en sang. Il ne tolérait pas le moindre écart de conduite venant de moi. Il incarnait son époque, c'est-à-dire l'influence allemande, éduquée à la prussienne. Il traitait avec des Allemands, importait des marchandises d'Allemagne. La ponctualité, le respect de la parole donnée, l'application au travail. Aujourd'hui, je porte encore en moi cette rigueur qui m'a façonné et fasciné en même temps. Cette rigueur-là, je la mettais autant dans les activités commerciales que dans mon éducation scolaire. Quand je n'allais pas à l'école, je le regardais vendre, encaisser l'argent, servir, remercier et dire à bientôt. Moi aussi, j'ai appris de cette façon, très jeune, à recevoir les gens, à leur donner ce qu'ils veulent, à les rendre heureux. Petit à petit, j'ai commencé à vendre. Je crois que cette activité était dans mes veines. J'y ai tout de suite pris goût. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à m'accrocher plutôt au négoce. Après le cycle primaire, je n'avais plus vraiment envie de poursuivre mes études, mais mon père ne m'a pas laissé la possibilité de placer 2 mots. Alors, je l'ai quitté pour suivre un cycle secondaire à plusieurs kilomètres de notre lieu d'habitation. Je ne pouvais plus le voir que quand je venais en vacances. Il me ramenait lui-même. Il n'y avait pas de voiture à ce moment-là, mais il avait un vélo. Il me portait à vélo. Plus tard, je me suis rendu en France où j'ai suivi des études de comptabilité à Pigier. C'est à ce moment-là qu'il a quitté ce monde. Je crois qu'il avait déjà eu le temps, avant sa mort, de m'orienter vers le chemin de la droiture et des principes. Il avait voulu que je devienne le meilleur comptable de mon pays. C'est la raison pour laquelle j'ai suivi un cursus de comptabilité.
Là, on voit son éducation rigoureuse. Et comme il le dit lui-même, sa rigueur, cette éducation-là va beaucoup l'aider dans son travail plus tard, dans sa quête du panafricanisme et ses différents projets dans sa carrière d'entrepreneur. Son amour pour l'Afrique est tellement grand, on le voit bien dans ce livre. Et avant de continuer, je tiens à souligner comment c'est difficile d'obtenir les biographies d'entrepreneurs africains. Déjà, il n'y en a pas beaucoup qui écrivent des biographies. Et bon, comparé aux Européens et aux Américains, par exemple, il n'y en a pas beaucoup qui écrivent les biographies. Et pour les avoir, c'est pas très facile. Là, j'ai eu cette biographie en 2019. Bon, c'est pas trop une biographie, mais c'est un peu une biographie. Je l'ai eu en 2019 à Yaoundé, au Cameroun. Et à cette époque-là, ce n'était pas sur Amazon. Mais heureusement, Paul Fokam l'a mis sur Amazon. Donc vous pouvez l'avoir sur Amazon. Mais il y a plusieurs autres biographies que j'ai un peu galéré pour avoir. Bref, quand je vais parler de ces personnes-là sur le podcast, je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai obtenu les livres de ces gens-là. Et vous allez rire. Si vous cherchez des livres d'éditeurs africains et vous ne savez pas où les trouver, je profite de cette occasion pour vous parler de YouScribe. La société avec laquelle je bosse actuellement. C'est un peu comme Netflix mais pour les livres et on est focalisé principalement sur l'Afrique. On est disponible dans plusieurs pays d'Afrique et des éditeurs africains. On a des livres de plusieurs éditeurs africains. Si vous allez sur YouScribe, vous allez sûrement trouver le livre que vous voulez. Et je dis fièrement, c'est moi qui j'ai recodé l'application YouScribe from scratch, genre de A à Z. J'ai refait l'application et tout. Et j'ai rajouté des améliorations et plusieurs utilisateurs nous remercient pour le travail fait et je suis très content. Allez-y, téléchargez là et utilisez et dites-moi. La naissance d'EcoBank. Lors de mon passage à la Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie du Togo entre 1977 et 1991, l'idée d'une grande entreprise présente sur tout le continent a commencé à germer en moi. J'ai été président du Conseil économique et social, poste assez significatif à l'époque, puisqu'il n'y avait pas d'Assemblée nationale. Au Togo, nous étions dans un régime transitoire après le coup d'État de 1963. C'est également de la Chambre de commerce que j'ai eu à créer la Fédération des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi ? Parce que j'avais constaté une chose qui m'avait choqué, à savoir que toutes les chambres de commerce des pays francophones se retrouvaient à Paris 2 fois par an pour parler des problèmes des pays africains. J'ai dit non. J'ai trouvé que les pays anglophones, à savoir le Nigeria, le Ghana, la Gambie, la Sierra Leone, le Libéria, avaient une structure où ils se retrouvaient entre eux pour partager et apprendre les uns des autres. J'ai pris contact avec leur président. Je lui ai dit que nous ne pouvons pas continuer comme ça. La division de l'Afrique, ça ne profite pas aux Africains, j'ai dit. Mettons-nous ensemble pour créer une structure significative pouvant booster le développement du secteur privé sur le continent. Il faut savoir s'inspirer de ce qui marche. J'ai poussé les présidents des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest, l'expression française, à adhérer à la fédération que j'avais mise en place. J'ai réussi à les convaincre de laisser tomber le clivage anglophone-francophone, de regarder les problèmes de l'Afrique ensemble dans la même direction. En 1978, nous créons la Fédération des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest. C'est donc tout logiquement que naquit, au sein d'un ensemble aussi vaste et aussi divers, l'idée de créer quelque chose pour booster les affaires de l'Afrique. Elle prendra la forme d'une grande banque, sous mon impulsion et celle de Chief Adeyemi Lawson, alors président de la Chambre de commerce et d'industrie du Nigeria. Paix à son âme. Nous avons pris le relais quand Henry Fajemirokun est mort en cours de mandat. Le chef Adeyemi Lawson et moi avons poussé, encouragé, forcé un peu l'idée qui a finalement pris forme et tout le monde y a adhéré. Pour moi, ce qu'il y avait derrière ce projet de créer une banque, c'était la volonté de susciter des échanges entre pays africains. Car ces échanges n'existaient pas. La colonisation avait dressé des mentalités antagonistes, ça et là. Donc il fallait nécessairement chercher à nous connecter les uns aux autres. Et nous avons estimé qu'une banque panafricaine pouvait jouer ce rôle d'intermédiation, de mise en relation des personnes issues de plusieurs pays africains pour parvenir à dépasser les clivages hérités de la colonisation. Je me souviens du premier document du projet d'EcoBank qui mettait l'accent sur cette vocation.
Il mentionnait en exergue que le concept d'écobanque est novateur. Des banques internationales de développement existent dans différentes régions du monde, mais aucune d'entre elles n'est privée. Les banques privées d'envergure internationale ne sont généralement pas conçues pour favoriser le développement régional. Une banque privée ayant pour vocation le développement régional serait une initiative novatrice méritant un vaste appui. Là, on voit comment le gars il essaie d'innover. Il était beaucoup plus jeune à l'époque, avec son idée de banque pour connecter l'Afrique. Et heureusement qu'il était bien placé, il avait les bons contacts et le bon réseau pour parvenir à ses fins. Et je trouve l'idée brillante parce que pour l'époque, c'était une innovation, comme il le dit si bien dans le livre. Par contre, malgré le fait qu'il était bien connecté, comme on peut le voir dans le livre, il a eu de nombreuses difficultés. Comme quoi, il ne suffit pas juste de connaître les bonnes personnes. Il a connu des débuts difficiles, il a été rejeté à plusieurs reprises par des banques pour parrainer le projet. Et aussi, il a été rejeté par de potentiels partenaires et des chefs d'État. Bref, je le dis en ces mots-là. En quête d'assistance technique pour le démarrage du projet, nous avions contacté tour à tour BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Lyonnais, mais toutes avaient décliné notre offre. Nous nous étions alors tournés vers Citibank, qui nous avait proposé une équipe. Et en moins d'un an, en 1985, nous avions monté la banque. Nous avions installé le siège à Lomé, non pas parce que je suis togolais, mais parce que le Togo est le seul pays qui ait accepté de nous accorder un statut fiscal de société offshore. Puis est venue l'étape du lobbying auprès des chefs d'État africains. Ceci pour effectuer un plaidoyer et prévenir des blocages. Ça nous a pris du temps. Il fallait expliquer le bien fondé d'une telle initiative. Mais certains chefs d'État nous écoutaient avec un scepticisme, ne croyant vraiment pas que nous pouvions tenir la route. L'avantage avec ce projet, c'est que certains y voyaient un instrument pour consolider leur pouvoir. Nous le savions et nous prenions des précautions, mais il fallait jouer sur cet aspect de la chose pour présenter le bien qu'ils pouvaient chacun en tirer, tout en restant assez vigilants bien sûr, pour que leur intérêt ne compromette pas notre vision. Le président Eyadema a soutenu à fond le projet Ecobank. Eyadema, le président togolais de l'époque. Il a soutenu à fond Ecobank en signant un accord de siège, ce qui était une contribution inestimable. J'ai plusieurs bons souvenirs du rôle qu'il y a joué en prenant le téléphone chaque fois qu'il était question d'aplanir certaines difficultés qu'on pouvait rencontrer dans d'autres pays. Je me souviens qu'au Nigeria, quand nous avons mis les actions en vente, nous avons récolté en moins de 6 mois presque 5 millions de dollars. Il se posait alors le problème du rapatriement de cette manne vers le siège à Lomé. Malgré les différentes démarches, nous n'avons pas réussi à obtenir l'accord pour ce faire. C'est là-dessus qu'il a envoyé plusieurs délégations officielles au Nigeria. Comme je vous disais, heureusement que le gars était bien connecté, mais il a essuyé des refus. Les banques françaises ne voulaient pas accompagner le projet, mais on verra plus tard dans le livre que ces banques-là même vont même plutôt boycotter, vont plutôt essayer de mettre des bâtons dans les roues. Bref, c'est la vie, surtout à cette époque où les colons étaient présents, ils gardaient la main ferme sur les pays d'Afrique. Du coup, il a dit un truc aussi dans le livre qui m'a beaucoup plu, ce highlight-ci, à propos des débuts d'Ecobank. Comment ils n'ont pas... ils ont eu des capitaux de plusieurs millions de dollars, mais au début, d'après lui, ils ne se sont pas basés sur l'argent. Il a d'abord fallu qu'ils amorcent le processus pour plus tard aller demander du financement. Il dit, au départ du projet d'Ecobank, la société financière internationale n'y est pas associée. Il importe de fonder le projet d'une entreprise sur la matière grise, sur l'ingénierie humaine. Ce n'est pas l'argent qui fait l'entreprise, a priori. Quand vous tenez l'idée, ensuite le projet, puis l'entreprise avec les manuels de procédure, alors vous avez fait un pas en avant. Le besoin de liquidité naît après tout ça. Si vous dites tout de suite, j'ai besoin de 10 milliards pour faire une entreprise, je trouve que vous êtes mal parti. C'est ce qu'il faut comprendre avec le projet Ecobank. C'est plus tard, quand le problème de trésorerie s'est posé pour nous, que nous avons pris contact avec la SFI, mais cette dernière était circonspecte et ne demandait pas à croire instantanément. Le doute était fondé sur un a priori défavorable pour les Africains alors jugés immatures pour comprendre les arcanes d'une activité aussi complexe que celle de la banque et de la finance.
Concrètement, ils nous ont suivis, certes, mais sans entrer dans le capital tout de suite. Ils nous ont prêté de l'argent et ont observé notre façon de faire, afin de se bâtir la conviction que c'est une affaire qui peut avancer. Notre sérieux et notre détermination à faire quelque chose de solide ont emporté l'adhésion de la SFI et elle a converti ses prêts en participation au capital. Là, on peut voir que le gars, il a commencé avec sa matière grise, lui et son équipe. Et il conseille la jeunesse de ne pas se baser sur le fait qu'ils n'ont pas d'argent pour se lancer. Bon, je pense que c'est un très bon conseil qu'il passe là. Et il ne faut pas aussi oublier que des chefs d'État ont aidé EcoBank. Ce qui est bien dans le livre, c'est qu'il ne montre pas juste l'aspect difficile, mais il montre un peu, il dit la vérité, quoi. Du moins, il donne les détails précis du truc. Il parle des chefs d'État qui ont aidé EcoBank, du fait qu'il était bien connecté, il connaissait les bonnes personnes. Et c'est très important. Je me souviens d'une histoire particulière. Bon, un peu drôle, mais bref. EcoBank avait besoin d'argent. Et du coup, le président ivoirien Houphouët-Boigny, qui aimait le projet, ordonna au directeur de la banque d'investissement de la CEDEAO d'investir 10 millions de dollars dans EcoBank. Ce dernier, après avoir reçu l'ordre, il dit oui, il baissa la tête, il hocha la tête et accepta l'ordre du président. Mais une fois que le président se tourna et sortit de la pièce, il se retourna vers Gervais Kofi Diondo et il lui dit « Mon frère, tu m'as tué ». De façon africaine, il dit « Mon frère, tu m'as tué ». Il prit ses mains, il prit sa tête entre ses deux mains et il disait « Mais où est-ce que je vais trouver cet argent? Où est-ce que je peux trouver 10 millions de dollars maintenant ?» Gervais Kofi Diondo lui dit « Si tu ne peux pas trouver, va lui dire que tu ne peux pas trouver cet argent. » Il lui dit « Non, je ne peux pas, c'est un chef d'État. » Bref, vous voyez à quel point les chefs d'État sont influents et leurs désirs sont des ordres, même quand les ordres ne peuvent pas être réalisés. Et le gars, il a fini par se battre et il a réussi à trouver 5 millions de dollars pour le capital EcoBank. Et bon, c'est très drôle, mais je n'aimerais pas être à la place de ce monsieur. Du moins, personne n'aimerait être à sa place. Ouf, les chefs d'État, ils ont un pouvoir. Mais en même temps, il faut aussi noter qu'il a eu tellement de soucis lors de la création d'EcoBank et de l'évolution de cette banque-là. Parce que les mêmes chefs d'État qui l'aidaient voulaient s'accaparer du projet. Donc il a fallu qu'il soit sage. Il joue sur leur affection, sur leur aide, sans toutefois leur donner le contrôle. Du coup, il a dû un peu faire le politicien, quoi. Et compte tenu de toutes ces difficultés, il a un message pour la jeunesse africaine. Aujourd'hui, je voudrais rester dans les grandes lignes pour parler à la jeunesse et l'exhorter à être déterminée et persévérante. Je ne crois pas nécessaire de revenir sur certains détails, mais sachant clairement que les gens ont eu peur pour ma vie. Je n'avais pas imaginé à quel point rêver de l'interconnexion bancaire et économique de l'Afrique représentait une menace sérieuse pour certains capitalistes étrangers qui avaient fait de l'Afrique leur terre de chasse, leur terrain conquis et comptaient y régner sans partage. Aujourd'hui, je suis animé par une réflexion simple. Que le projet ait suivi son bonhomme de chemin au point d'enchanter le continent entier est la preuve que la difficulté coloniale ne saurait expliquer les échecs des Africains. Je crois plutôt que par notre persévérance, nous finirons par faire tomber certaines adversités historiques. C'est en faisant des choses ensemble, des choses qui marchent, que nous finirons par nous imposer et faire mentir ceux qui prétendent que les Africains ne peuvent pas faire ceci ou cela. J'adore ce message-là. Et il y a plusieurs messages qu'il passe comme ça dans le livre. Et il a parfaitement raison. Il ne faut pas se lamenter, il faut se battre. Il faut se battre pour nous-mêmes. Personne ne le fera à notre place. La plus grosse difficulté, selon moi, était celle avec son propre pays. C'est choquant l'histoire que je vais vous raconter là. C'est choquant. J'ai des potes togolais qui vont écouter cette histoire. Je vais leur partager cet épisode. Et j'espère que d'autres Togolais écouteront aussi. Et j'aimerais avoir votre avis dessus. J'aimerais avoir vos avis dessus. Bref, ça c'est un clash entre lui et son président. Bref, vous verrez comment ça se passe, du moins à cette époque, même maintenant dans certains pays africains.
Le monde de l'initiative privée est féroce. En tant que président du conseil d'administration d'Ecobank, j'ai vécu des moments de discorde profonde avec le président Eyadema, le président togolais. Nous avons eu à remplacer le directeur général par un recrutement qui s'est avéré négatif parce que le monsieur n'était pas à la hauteur de la tâche. Quand le conseil d'administration a décidé de le faire partir, il s'est allié à 2 ou 3 administrateurs du Nigeria pour défendre sa position. Comme si cela ne suffisait pas, il est allé voir le président Eyadema pour lui dire que s'il faisait tout pour le maintenir aux fonctions de directeur général d'Ecobank, il obtiendrait tout ce qu'il désire, mais aussi ce qu'il n'a jamais rêvé d'obtenir, Ecobank. Nous étions en plein ajustement structurel. Ce monsieur savait que le président m'appelait de temps en temps pour réclamer 5 milliards par-ci, 10 milliards par-là, toujours en présence de son premier ministre. Mais je lui répondais naturellement qu'Ecobank ne pouvait pas faire cela, parce que nous avons le siège ici, certes, mais que je suis obligé d'amener cela au conseil d'administration. Ici, c'est au Togo. Si vous vous rappelez bien, le siège a été établi au Togo, dans son pays. Mais que je suis obligé d'amener cela au conseil d'administration. J'avoue que c'était vraiment gênant, autant pour lui que pour moi. Parce que pour avoir le siège ici, je m'étais personnellement battu et il m'avait aidé en signant l'accord de siège. Mais l'impôt n'était pas véritablement la seule chose qui soit en cause. C'est le harcèlement fiscal qui est le grand méchant. Comme le président Eyadema a constaté que je ne voulais pas reculer ni conserver le directeur général d'Ecobank, il a prescrit le redressement fiscal. Je disposais d'une société immobilière qui louait des appartements, des magasins, des garages. Quand les promoteurs français de la SCOA avaient décidé de quitter l'Afrique, ils avaient vendu leurs actifs à des nationaux. Je fais partie des acquéreurs. J'en étais le principal d'ailleurs. J'avais fait preuve d'audace en empruntant de l'argent à la banque pour acquérir un hypermarché, un garage automobile, ceci longtemps avant le lancement même d'Ecobank. Pour des raisons d'acharnement personnel, le président a fait voter une loi qui s'appelait anti-enrichissement illicite. En Afrique, le succès est un délit. Ce n'est pas tout le monde qui vous regarde réussir en souriant. Alors, si vous percez, votre tête va dépasser et il faut la couper en vous cherchant des poux dans la tignasse. Maintenant, on met un prétexte politique en place et on ne cherche pas la réalité. Qu'est-ce qui s'était passé? Eyadema a voulu que je m'investisse à fond en politique, que je finance le parti, chose que j'ai refusée. Il a plié le petit doigt. Sa colère m'est tombée dessus à bras raccourcis. Il a ordonné alors un redressement fiscal arbitraire et exigé 510 millions de francs CFA. Comme si cela ne suffisait pas, il m'a donné 48 heures pour payer. Quel est ce pays dans lequel un tel montant est exigé à un entrepreneur en 48 heures? Ailleurs, tout est fait avec précaution et flexibilité pour sauvegarder l'entreprise. Mais au Togo, il n'y avait pas de tact. Une loi est adoptée à la tête d'un client sans négociation. Les gendarmes ont débarqué. Dieu merci, je me suis battu pour trouver en 48 heures un chèque. Et quand ils sont venus, c'était pour me mettre aux arrêts et me conduire en prison. Voilà le but de la loi. Emmener les gens en prison. Aucune preuve de l'enrichissement illicite n'est apportée. La grande surface qui avait coûté presque 600 millions en 1976 a été bradée à 125 millions. Le garage construit sur 1 hectare qui avait coûté à l'époque 700 millions fut bradé à 400 millions. Or, dans une entreprise, l'argent n'appartient pas à une seule partie prenante. L'argent vient de la banque, mais aussi des actionnaires. J'ai donc été obligé d'arrêter les activités et de fermer boutique. Ce qui m'a le plus chagriné, c'est que la grande surface a été cédée à un Indien. Nos politiques tuent la poule aux œufs d'or. Tu obstrues la voie à un entrepreneur national pour ouvrir un boulevard à un étranger. J'ai perdu cette affaire comme cela, je dirais bêtement, simplement parce que j'ai refusé de donner de l'argent pour soutenir le parti au pouvoir. Ce redressement fiscal a été opéré en violation de la loi, car la période au cours de laquelle l'entreprise allait payer son impôt était en cours. On ne pouvait donc pas logiquement parler de redressement fiscal. De plus, la contre-expertise fiscale que j'ai fait réaliser par un cabinet indépendant a conclu que la somme querellée
était de 25 millions de francs CFA au plus. Pénalité comprise car le redressement en lui-même avoisinait à peine 18 millions de francs CFA. Vous voyez le conflit entre Gervais Kofi Diondo et son président Eyadema, le président de l'époque. C'est fou. Imaginez un peu que Gervais Kofi Diondo avait été mis en prison. Imaginez. Et que le monsieur incompétent était mis à la tête d'Ecobank. Est-ce que Ecobank serait la banque qu'elle est aujourd'hui? Et j'ai une question à vous poser. Dans les pays africains, là, Gervais Kofi Diondo a réussi à donner les 510 millions qui lui ont été demandés. Et ces 510 millions-là même, c'était exagérément au-dessus de la vraie somme qu'il devait leur donner, qui n'était que de 25 millions de francs CFA. Du coup, il a réussi à se battre et trouver cet argent. Combien d'autres hommes d'affaires en Afrique n'ont pas pu se battre? Combien d'autres hommes d'affaires qui étaient dans cette situation-là n'ont pas pu trouver la somme demandée et se sont retrouvés en prison directement? Combien d'autres entreprises ont été rachetées par des gens de l'extérieur d'une façon aussi violente, genre du jour au lendemain, elle est rachetée et après l'entreprise fait faillite? Ou combien d'entreprises ont eu pour dirigeants des gens totalement incompétents et qui ne travaillent même pas, qui font les choses en toute impunité, qui sont corrompus jusqu'à la moelle? Combien? Imaginez que dans un pays, genre 80% des entreprises se trouvent dans ce genre de situation. Et que, contrairement à un Gervais Kofi Diondo, ils n'ont pas, les dirigeants honnêtes, droits et stricts et rigoureux, n'ont pas assez d'argent pour se sauver de ce guet-apens. Imaginez-vous que dans les 80% de ces entreprises qui ont ce problème, seuls 20% réussissent à s'extirper de cette situation. Maintenant, les autres 60% qui restent, qu'est-ce qui se passe avec ces entreprises? Elles font faillite et elles deviennent corrompues. Et la corruption commence de la tête jusqu'aux pieds. Donc ça va petit à petit. C'est comme une gangrène. Ça va petit à petit, ça dévore l'entreprise. Et c'est comme ça que tout un continent, des pays, se retrouve à être mis dans la boue. Bref, c'est déplorable. De toutes les façons, j'espère avoir votre avis à propos de cette histoire-là. La première fois que j'ai lu ça en 2019, quand je lisais ce livre pour la première fois, je me suis dit, wow, c'est chaud. C'est très chaud. Genre, je n'aimerais pas être à sa place et vous n'aimeriez sûrement pas être à sa place non plus. Mais bon, il a réussi à surpasser tout ça. C'est pour vous dire à quel point l'entrepreneuriat en Afrique est compliqué. Je me rends compte qu'en fait, quand je lis l'histoire d'entrepreneurs africains, il n'y a pas que lui. Même Paul Fokam Kamonye, le banquier, l'une des plus grandes fortunes d'Afrique francophone là, dont je vous parlais. Quand vous lisez son histoire, vous voyez son parcours, vous vous rendez compte qu'en fait, ces gens-là, ils sont même plus résilients que certains Elon Musk ou Jeff Bezos, je ne sais pas quoi. Parce que Elon Musk, ces gens aux États-Unis, ils ne luttent pas contre leur gouvernement. Du moins, ils ne luttent pas autant que nos entrepreneurs africains. Dans leur pays, on ne vient pas du jour au lendemain vous mettre en prison et on n'invente pas des trucs de cette façon. Le seul exemple que j'ai, c'est l'histoire de Nike. Une situation similaire s'est produite pour le fondateur de Nike, Phil Knight. J'ai mis le lien vers l'épisode à propos de Phil Knight dans la description. C'est l'épisode 8 de ce podcast. Si vous m'écoutez sur Apple Podcast ou Deezer ou Spotify ou Google Podcast, bon, bref, partout où vous m'écoutez, si vous allez juste l'épisode 8, c'est l'épisode de Nike. Donc, le seul exemple que j'ai d'un entrepreneur américain ou européen, américain qui a eu ce genre de difficulté, c'est le cas de Phil Knight. Mais lui, c'était plutôt ses compétiteurs qui étaient jaloux de lui. Ils ont fait une coalition pour faire chuter son entreprise Nike. Ils sont allés voir les politiciens qu'ils ont lobby. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle lobbying. Genre, vous donnez de l'argent aux politiciens pour qu'ils ils votent des lois en votre faveur ou ils fassent des choses en votre faveur. Donc, du coup, ils sont allés voir ces politiciens-là et ont fait en sorte que ces politiciens fassent des manipulations fiscales sur des trucs un peu chelous pour que Nike ait à payer une somme qu'il ne pouvait pas payer, des millions de dollars, alors qu'il n'avait pas cet argent. Du coup, cet argent-là allait faire faillite, allait faire en sorte que Nike fasse faillite. Et c'était juste un problème fiscal qui était créé de toutes pièces. Ça, c'est le seul exemple que j'ai. Et Phil Knight a réussi à surpasser cette étape
en faisant la même chose que ses compétiteurs, c'est-à-dire aller voir d'autres politiciens pour faire du lobbying et gagner l'opinion publique. Et c'est grâce à ça qu'il a réussi à contrecarrer ces plans-là. Mais là, au moins, il avait un moyen de contrecarrer. Mais là, dans la situation de Gervais Kofi Diondo, il a totalement vendu tout ce qu'il avait. Genre, il a fait faillite, quoi. Nike n'a pas fait faillite, mais lui, au contraire, il a fait faillite totale. C'est chaud. Donc, tout ça juste pour vous dire que vous devez avoir beaucoup de respect pour des gens, pour ces entrepreneurs qui réussissent sur le continent africain, qui réussissent sans politiciens derrière pour faire tout ce qu'ils veulent, qui réussissent de la bonne façon, donc dans la droiture, dans l'honnêteté, dans la rigueur, dans le travail. Vous devez avoir beaucoup, beaucoup de respect pour ces gens, parce que vous ne savez pas par quoi ils sont passés. Et ça fait peur, mais bon, il faut être courageux, comme il le dit lui-même dans le livre, il faut être audacieux. Si ces gens-là n'avaient pas toutes ces épreuves, peut-être qu'ils seraient même plus riches que des Elon Musk ou d'autres grandes personnalités. Mais on ne les connaît pas, ils ne sont pas très célèbres, ils ne sont pas aussi riches qu'eux, mais bon. Et aussi, comme il le dit lui-même, malgré toutes ces difficultés, EcoBank a réussi. EcoBank est implanté dans plusieurs pays d'Afrique et elle est au soutien des entrepreneurs africains et elle soutient des Africains et prône le panafricanisme. Donc c'était l'histoire des débuts d'EcoBank. Si vous vouliez en savoir plus, vous allez devoir acheter le livre. Il y a tellement de détails. Je ne peux pas tout étaler ici, déjà parce que ça ne se fait pas et parce que c'est un podcast. Il ne faut pas que l'épisode soit trop long. Le panafricanisme. À la base d'une entreprise solide, il faut une vision. Et moi, j'ai décidé depuis des années de prôner un nouveau panafricanisme. Le panafricanisme économique. Ceci à travers 3 projets d'envergure, dont 2 sont depuis lors passés à la phase de matérialisation. EcoBank et Askai Airlines. Le panafricanisme économique, c'est le souci de restaurer la réalité historique de l'Afrique, comme une seule et même entité. Les Européens ont saucissonné l'Afrique à la façon d'un gâteau, sans tenir compte des cultures, des langues et certaines familles, etc. Certaines frontières ne sont pas des cours d'eau, certaines familles ont été divisées. Une partie de la famille Kanouri se trouve au Cameroun, l'autre au Nigeria. Je parle abondamment du clivage anglophone-francophone en Afrique parce que c'est la cause de notre incapacité à nous mettre ensemble. La raison pour laquelle ce clivage n'est qu'un accident, c'est que les peuples qui ont une culture pragmatique ne sont pas si différents de ceux qui, de l'autre côté de la ligne de démarcation, sont francophones et préfèrent la langue de bois. C'est le cas des Ewe. Je suis Ewe moi-même. Nous avons des frères au Togo et d'autres au Ghana. Aujourd'hui, de part et d'autre de la frontière, ils ont des mentalités différentes. C'est la colonisation qui a inculqué des mentalités différentes. Bien que né à Anéo, au Togo, j'ai suivi une partie de ma scolarité à Ouida, au Bénin. Et je parle la langue fon aussi bien que la langue Ewe. La langue fon, c'est la langue qui est parlée au Bénin. Et je parle aussi bien la langue fon que la langue Ewe. Et un peu moins le Yoruba, langue parlée au Nigeria, dont est originaire mon épouse. Les Ewe ne sont pas une exception en Afrique. Aujourd'hui, les Paouans se trouvent des 3 côtés des frontières entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Ces 3 pays appartiennent à la même zone économique, la CEMAC, mais à voir les escarmouches régulièrement enregistrées à leurs frontières et les cas de xénophobie, on a bien l'impression qu'ils sont différents. Et pourtant, c'est le même peuple, lequel est simplement divisé artificiellement par la colonisation. Certains Congos sont du Congo-Brazzaville, d'autres se trouvent en Angola et d'autres encore en République démocratique du Congo. Nous avons ainsi affaire à 3 mentalités politiques inculquées à un seul peuple divisé en 3. Il en va de même des Lunda, des Ovambo. Le cas le plus curieux reste celui de la Gambie, pays anglophone taillé dans les entrailles du Sénégal, pays francophone. On y retrouve les mêmes peuples que ceux du Sénégal, les Sérérés, les Peuls, les Wolofs et les Mandingues. Et ce qu'il dit est très pertinent. J'ai rencontré pas mal de Congolais et d'Angolais ici. Et j'étais surpris quand une Congolaise m'a dit qu'en fait elle est moitié congolaise et angolaise. Je lui ai dit, mais votre mélange là, comment vous ne parlez même pas la même langue? Et elle m'a dit, bah non,
Il y a des gens en Angola et au Congo qui parlent lingala. Et bref, ils ont juste été divisés artificiellement. Et comme il dit le cas, j'ai parlé à des Sénégalais qui m'ont dit que la Gambie a ils ont pratiquement les mêmes coutumes que le Sénégal. Mais ils sont divisés. Et les autres parlent anglais alors que les Sénégalais parlent français. C'est drôle, non? Mais bon, il le souligne ici. C'est très clair, mais si vous ne voyagez pas, si vous ne parlez pas avec des gens de l'extérieur, vous ne vous en rendrez pas compte. Si vous restez seulement dans votre ville ou votre pays et vous ne vous posez pas de questions, vous ne vous rendrez pas compte. Et je continue. Ce fractionnement, cet émiettement d'un seul bloc en autant d'États-nations a profondément désorganisé et déstructuré notre vie. La balkanisation de l'Afrique a permis de créer de fausses priorités telles que la protection des frontières. Pendant ce temps, l'essentiel était oublié, à savoir la production et l'industrialisation. Le colonisateur a pris la peine de nous diviser pour que nous ne soyons pas une force de production économique. C'est dans cette logique de dislocation qu'il a facilement imposé des systèmes économiques de comptoir. Nous sommes devenus des esclaves. Nous travaillons pour les ravitailler en matières premières. Le fruit de notre labeur est emporté pour développer leur pays. Ils fixent le prix de nos marchandises, le cacao, le manganèse, le coton, l'or, etc. Ils nous imposent leur monnaie que nous utilisons en tant que locataires. Quand ils en ont envie, ils la dévaluent. Il n'y a pas de système économique équitable quand c'est l'acheteur qui fixe le prix. Mais où est-ce qu'on a vu ça? Dans quel monde? Ça existe chez eux? Cela n'existe pas, même entre eux. Bon, matière à réfléchir, très pertinent son analyse, très pertinente analyse. C'est très pertinent et je vous rappelle que ce monsieur a 89 ans. Il connaît les choses depuis la base, il a côtoyé les colons. Il est venu étudier à Paris quand il était plus jeune dans les années 60, ouais. Et tout ça est très pertinent. Mais heureusement, j'ai vécu en Afrique et en France et heureusement, les choses sont différentes. C'est plus comme avant. Et personnellement, j'ai une très bonne expérience en France. J'apprécie bien les Français et tout. Et je n'ai pas eu de problème d'intégration. Du moins, c'est mon expérience, quoi. Il y en a d'autres qui ont vécu les choses différemment peut-être. Mais c'est mon expérience. Et c'est très clair qu'il y a encore une mainmise de la France sur les pays d'Afrique. Quand on voit les débats politiques, comment les choses se passent. Mais par contre, la différence est que notre génération se réveille et se rend compte de ce qui se passe. Du moins de ce qui s'est passé aussi. Et essaie d'évoluer. On essaye d'évoluer et d'aller de l'avant. Vous verrez bien les débats politiques entre Afrique et France sur les réseaux sociaux pour constater ce qui se passe. Mais ceci n'est pas un podcast sur la politique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Laissons ça là. Et ce que j'apprécie sur les écrits de ce monsieur est qu'il ne se contente pas juste de pointer du doigt ce qui ne va pas. Il donne aussi des solutions. Ça démontre son pragmatisme et j'apprécie ça énormément. Comme par exemple là, il parle, ce qu'il dit, les dirigeants peuvent facilement être manipulés les uns contre les autres. Étant donné que le politicien en Afrique garde généralement ce qui va lui permettre de conserver son pouvoir pour longtemps. Principale leçon à retenir, c'est que sur le plan politique, le panafricanisme est difficile à implémenter. Alors, il nous reste à nous replier sur le plan économique pour construire des entreprises panafricaines solides. Si Ecobank a vu le jour, malgré les chantages, les intimidations et les menaces, et si dans le même temps, l'OUA a été aisément noyauté, de même que son successeur, l'UA, cela veut dire que nous pouvons réaliser le panafricanisme économique. À nous de comprendre ce qui reste à faire. Tant que nous sommes divisés, nous ferons certes des progrès, mais cela restera toujours beaucoup à faire. Pour commencer à renverser cela, il faut, par le panafricanisme, nous retrouver entreprises camerounaises, ivoiriennes, qui sont dans certains domaines d'activité, avec les mêmes opérateurs du Sénégal, du Togo, pour nous faire forts, pour qu'ensemble, nos moyens, nos efforts portent plus loin et donnent plus de résultats. De cette façon, nous parviendrons à désarçonner ceux qui veulent nous voir divisés. Ça, c'est une bonne solution. Il faut s'unir et combattre ensemble. Ayant posé cette base, j'ai ensuite conçu
que le plus important se trouve dans les échanges. S'ils sont facilités, nous avons plus de chances de réussir nos défis économiques. En Afrique, nous ne parlons pas suffisamment. Nous n'échangeons pas suffisamment de biens entre pays africains. Et pourtant, tout part de là. Les échanges commerciaux sont à dominante intrazone en Europe. Les pays de l'Union européenne sont ceux qui au monde échangent le plus entre eux. 70% de leurs échanges commerciaux sont effectués à l'intérieur des frontières de ce continent. Ce pourcentage est de 55% en Asie, de 48% en Amérique du Nord et 13% en Afrique. Entre pays africains voisins, nous échangeons moins de marchandises qu'avec les pays situés à des milliers de kilomètres. C'est vraiment là la preuve que nous sommes divisés. L'Afrique est le dernier continent en matière d'échanges intra-régionaux. L'Asie et l'Amérique latine sont sur la voie de l'Europe et de l'Amérique du Nord. C'est vraiment dommage. Ce monsieur est un penseur. Ces mots montrent à quel point il a étudié l'Afrique et il a parcouru plusieurs pays d'Afrique. Il y a tellement de récits dans ce livre et il souligne encore plus les problèmes qu'on a en Afrique. Et ces problèmes-là perdurent jusqu'à aujourd'hui. Et il donne aussi des solutions potentielles. C'est vraiment... Ça fait vraiment plaisir à lire. Il parle aussi du fait que les pays qui ont été colonisés par la France ont été divisés soigneusement pour mieux régner, pour que la France puisse mieux régner, contrairement aux pays anglophones comme le Nigeria, l'Ouganda et d'autres pays qui font genre le Nigeria c'est genre 180 millions d'habitants, l'Ouganda c'est genre 48 millions d'habitants, bref, les nombres sont plus élevés. Comme par exemple il dit, la France a émietté l'Afrique de l'Ouest. Regardez le Togo, à peine 8 millions d'habitants. Le Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde, 18 millions d'habitants, seulement avec 8 habitants par kilomètre carré. Le Bénin, 10 millions d'habitants. Tout cela, c'est l'esprit de clocher. Le colonisateur nous a divisés pour mieux nous exploiter. Comme cela, chacun de nous se bat pour être un président de quelque chose, sans pour autant se demander si cette chose a seulement un poids comparativement aux autres. En Afrique centrale, vous avez le Gabon, 1,8 million d'habitants seulement, et le Congo, 4,7 millions d'habitants. Quand vous mettez ces deux pays côte à côte, est-ce que cela fait un marché? On peut y vendre quoi de bon? Mais allez voir si on peut circuler librement du Cameroun au Gabon. J'accepte bien que chacun de nous veuille être président, mais au moins laissez tomber les barrières économiques entre les pays pour que les échanges nous enrichissent. Au lieu de cela, nous érigeons des barrières commerciales. Il est plus facile de partir du Cameroun pour se rendre en Guinée équatoriale que de se rendre au Mali. Ça profite à qui? À supposer que tu produises un bien quelconque au Cameroun et que tu doives l'exporter au Gabon. Vu les tracasseries et la corruption aux frontières, tu seras obligé de vendre cher. Alors qui va acheter? Pourquoi le Nigeria est-il une grande puissance économique en Afrique? Le facteur démographique y est pour quelque chose, sinon pour beaucoup. C'est d'abord et avant tout un grand marché de 180 millions d'acheteurs potentiels du nord au sud et de l'est à l'ouest. Supposons que tu vendes le téléphone mobile au Nigeria et que ta part de marché soit seulement 5%. Cela fait beaucoup. Or, à l'intérieur de l'Afrique centrale, tu as une population de 36 millions d'habitants, ce qui ne fait que le 5e du marché nigérian. Si en plus de cette faiblesse du nombre potentiel d'acheteurs, il faut compter avec les frontières commerciales, les obstructions à la libre circulation des biens et des personnes, comment pourrons-nous nous tirer d'affaire? C'est très pertinent. C'est très pertinent. J'avais déjà fait cette comparaison par le passé avant de lire ce livre. Et quand on voit les startups nigérianes qui réussissent, quand tu crées une startup au Nigeria, tu sers 180 millions. Mais là, maintenant, peut-être qu'ils sont même à 200 millions, si ma mémoire est bonne. Bon, bref, le livre a été écrit il y a quelques années. Tu fais un truc, tu vends à 200 millions de personnes. Pourtant, si tu construis au Cameroun, tu vends à 24 ou 25 millions de personnes, par exemple. C'est chaud, non? Et il parle aussi du rôle de la langue française dans la mentalité des habitants des pays francophones. Cette partie me fait trop rire. Bref, écoutez. Aujourd'hui encore, dans des pays africains historiquement liés à la France par la colonisation, tels que le Togo, le Congo, le français est la langue d'enseignement. Mais quel anachronisme! Le français mène à quoi? En adoptant l'anglais comme langue de formation, ces pays n'auront pas seulement compris que l'anglais est la langue internationale la plus parlée
ils auront ouvert la porte à une autre façon de réfléchir, qui est pragmatique et directe. Et j'insiste pour dire que la façon de raisonner des francophones est ambiguë. C'est dû à la langue, qui n'est pas directe. Une langue, c'est une mystique faite de références et de symboles à des mythes, et je suis désolé d'affirmer au regard du retard mental des Africains francophones que la mystique francophone leur a été contre-intuitive. Ce n'est pas le fait du hasard si le classement des meilleures entreprises du continent est dominé par les pays anglophones tels que l'Afrique du Sud ou le Nigeria. Bon, ce qu'il dit là est chaud, hein. Genre, la façon de penser des Africains francophones est tordue à cause de la langue. Mais j'avoue que j'ai fait mes études en anglais, mais j'ai grandi dans la partie francophone du Cameroun. Et j'avoue que je préfère l'anglais. L'anglais est plus facile en tout cas que le français. Le français, il y a plein de règles un peu bizarres, tordues. Bref, si vous êtes bilingue et vous m'écoutez, vous comprendrez. L'anglais est straight to the point, direct. Tu ne cherches pas à donner d'articles, de savoir si la table est féminin ou masculin. Il n'y a pas le S et un S. Il n'y a pas de S qui devient Z, dépendant de la façon dont on le place dans la lettre. Il y a tellement de règles dans le français. Et je pense que c'est ça qu'il veut dire par là. Je ne comprends pas totalement cette partie, mais je la trouve drôle quand même. Et il y a une petite anecdote. Souvent, je me dis, quand j'étudie le français, je vois quand tu écris le français, tu vois les règles un peu ambiguës qu'ils ont. Souvent, je me dis que le français et ses incohérences sont dues au fait que les aristocrates de l'époque faisaient des fautes en français et ils déclaraient que ces fautes étaient la nouvelle norme pour ne pas se faire humilier. C'est un peu la théorie que j'ai. Une théorie un peu farfelue, mais je dis ça souvent à mes collègues français. On rit de ça souvent parce que eux-mêmes, ils trouvent qu'il y a beaucoup de règles qui sont un peu bizarres, quoi. Et ils parlent aussi du rôle de la religion dans la colonisation. Il y a un truc. Non seulement il parle de l'État-providence, bon, je ne vais pas vous parler de cette partie, ce livre est tellement riche, je ne vais pas tout déballer ici. Mais il parle de l'État-providence, genre dans les pays francophones, et la plupart des gens, ils attendent juste d'avoir un concours de la fonction publique ou d'aller travailler pour l'État, de faire de l'argent et que l'État les nourrisse, l'État subvienne à leurs besoins. Et pour eux, c'est ça la norme. Et d'ailleurs, même ici en France, il y a un peu ça, la CAF qui subvient aux besoins. Il y a des gens qui accouchent et reçoivent des allocations de la CAF et ils ne font plus rien. Donc l'État-providence. Il dit que c'est un poison, selon lui. Et il prend l'exemple des pays anglophones. Il dit, contrairement aux pays francophones tels que la Côte d'Ivoire, le Togo et le Cameroun, les pays anglophones, eux, sont plus pour l'entrepreneuriat. Genre, les jeunes, eux, dans leur tête, ils disent « Qu'est-ce que je vais pouvoir créer pour générer de l'argent ?» Et c'est pour ça que les pays d'Afrique anglophone sont beaucoup plus avancés que que les pays francophones, d'après lui. Et il y a un autre truc aussi, le rôle de la religion. Tout ce qu'il dit, en fait, quand j'ai lu ça pour la première fois, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et je suis chrétien, je suis catholique moi-même, et lui aussi, il est chrétien. Et il dit ceci: le christianisme est une bonne spiritualité. Il prêche l'amour et le don de soi, la justice et la fraternité, malheureusement associée à la colonisation comme une arme de conquête territoriale. Il a été utilisé dans un sens déplorable. Le prêtre européen était forcément un agent de la colonisation, car porteur du message selon lequel la pauvreté est une bonne chose, ouvre la porte au paradis. Il livrait aux colons les secrets de la confession, ce qui permettait de neutraliser la résistance nationaliste. Les colonisés ont développé la mentalité de la pauvreté pour viser le statut. Entre-temps, le colon s'enrichissait en exploitant nos ressources, en achetant notre or, notre pétrole à vil prix. Le christianisme a porté atteinte à notre façon de voir la richesse. Nous avons dorénavant peur de créer de la richesse, alors que le prêtre est le bras séculier du capitalisme occidental qui conquiert les territoires et impose l'hégémonie. Pertinent, n'est-ce pas? Et ce qu'il dit est très pertinent. Parce que vous allez en Afrique, dans les églises, même les églises de réveil et tout, ils vont vous dire que la richesse n'est pas bonne, blablabla, patati patata. Il y a même un verset de la Bible qui dit que c'est plus facile
pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer au paradis. C'est pour vous dire un peu. Et je pense que la richesse n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que ces gens-là qui sont riches, la plupart du temps, sont des gens qui créent de nouvelles opportunités, qui facilitent la vie aux autres. Ils vous créent des choses faciles. Par exemple, vous êtes chez vous, vous avez l'électricité, vous avez une ampoule qui vous donne de la lumière, vous ne dépendez plus des bougies comme à l'époque. C'est grâce à un homme riche, Thomas Edison, qui a fait ces inventions-là. Vous roulez dans des voitures, la voiture a été démocratisée par Henry Ford, un homme riche. Bon, je prends plus des exemples venant d'ici, dans des pays développés et non africains, parce qu'ils sont plus connus. Et même un exemple, Gervais Kofi Djondo, lui, sa banque, et aussi Askai, volé entre pays africains pour un prix moins cher. C'est grâce à lui. Et là, il a beaucoup d'argent, lui. Et la richesse n'est pas forcément une mauvaise chose. Quand elle est mal acquise, elle est mauvaise. C'est mauvais d'être riche en volant, en pillant. Mais quand on crée de la richesse, on crée des opportunités, c'est une bonne chose. Et c'est mauvais de dire que ce n'est pas une bonne chose. Askai Airlines. Et il a aussi créé Askai Airlines, comme j'ai mentionné plus tôt. Il dit, pour comprendre le projet Askai Airlines, il faudrait replonger dans l'attachement que je vouais à Air Afrique. Cette idée de relier les capitales africaines avait provoqué en moi une admiration qui n'a eu d'égal que le traumatisme causé par son échec. Cet échec n'était pas forcément ni directement le mien, puisque je ne faisais pas partie de l'équipe d'Air Afrique, mais il me rendait plus triste que ceux qui avaient des intérêts dans cette entreprise. Cet échec m'a suivi partout comme mon ombre. Chaque fois que je me retrouvais heurté à une difficulté majeure relative à un voyage difficile effectué, faute de liaison aérienne, je songeais à Air Afrique et je pleurais en sourdine. Air Afrique, c'était une société aérienne de l'époque. Personnellement, je ne l'ai pas connue, mais j'ai entendu pas mal d'histoires à propos de cette société-là. Et lui, il s'est dit, il voyage beaucoup d'un pays africain à l'autre. Il se dit, mais pourquoi il n'y a pas de société aérienne qui relie ces pays africains? C'est stupide, non? Pour quitter d'un pays, de la Côte d'Ivoire au Togo, ou de la Côte d'Ivoire au Togo par exemple, lui, ce qu'il fallait faire, c'est quitter du Togo, quitter de la Côte d'Ivoire, aller à Paris, puis prendre le vol Air France, venir au Togo. Donc c'était stupide, quoi. Il dit, mais pourquoi faire ça? Et il a flairé ce besoin, il a flairé ce problème. Et comme tout entrepreneur qui se respecte, il a apporté une solution à ce problème. Il raconte aussi les problèmes qu'ont les sociétés aériennes africaines. Et c'est vraiment pertinent. Vous devez lire ce livre. Bon, je l'ai déjà dit 50 000 fois, mais je répète, vous devez le lire. Il dit ceci, en Côte d'Ivoire, l'économie bouge, mais de là à justifier une compagnie aérienne nationale, il y a loin de la coupe aux lèvres. Il n'y a qu'à voir les multiples couacs qui ont émaillé l'existence d'Air Ivoire. Tantôt elle suspend ses vols pendant plus de 5 ans, tantôt elle est rebaptisée SN Air Ivoire. Avant sa liquidation en 2011, en 2012, Air Côte d'Ivoire a vu le jour. Donc on liquide SN Air Ivoire pour faire Air Côte d'Ivoire. Bref, on espère que les pouvoirs publics se sont fait violence et qu'ils peuvent désormais éviter que les charges soient supérieures aux recettes. Car voilà le mal de la gestion publique des entreprises. Au Cameroun, la situation est pareille qu'en Côte d'Ivoire. La perfusion de camères a longtemps permis de maquiller le cadavre. Mais finalement, on s'est résolu à l'enterrer. Mais si on l'a enterré, on l'a ensuite ressuscité sous un autre nom. À peine ressuscité, Camerco souffre déjà des travers qui minaient sa vie antérieure. Avec 3 aéronefs, Camerco engraisse plus de 720 salariés. Les fonctionnaires africains francophones croient qu'ils peuvent gérer une entreprise. Leur logiciel est totalement incompatible avec les règles de gestion efficaces. Ils sont formatés dans les écoles d'administration coloniale pour consommer la richesse. Le problème, c'est que pour consommer, il faut d'abord produire. Vous rassemblez 720 personnes, vous leur donnez de gros salaires sans vous demander d'où vient l'argent.
et vous continuez d'ouvrir le robinet pour faire couler les subventions dans une entreprise qui cumule 30 milliards de dettes. En matière de transport aérien, le ratio est de 150 employés pour un avion. Dans le cas de Camerco, ce ratio est dépassé. Vous voyez à quel point même la logique n'y est pas. Donc, voici un expérimenté il met la logique du fonctionnement des sociétés aériennes de la Côte d'Ivoire. Là, j'ai juste lu la partie de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, un petit extrait, mais il parle du cas d'Air Sénégal, il parle d'Air Mali, il parle même du Nigeria, du Ghana, les compagnies aériennes de chaque pays africain qui ont fait faillite. Et c'est pertinent, très pertinent. Il a fait une étude avant de se lancer sur ce marché, ça se voit. Et ça se voit que malgré son vieil âge, il reste toujours au courant de ce qui se passe. Parce que ces informations ont l'air d'être assez récentes. Et il parle aussi de l'autre côté des sociétés comme Ethiopian Airlines, qui a réussi. Il parle aussi d'Air France, de Qatar Airways, d'autres sociétés qui ont réussi. Il dit comment ils s'y sont pris. Et il dit à quel point c'est différent de ce qu'on voit dans les pays africains. Il dit quand nos gouvernements créent des compagnies nationales pour nourrir leur fierté sans aucune motivation de succès économique, est-ce qu'ils se rendent seulement compte que même aux États-Unis, l'État ne gère aucune compagnie aérienne? En France, on fait tourner la planche à billets, on pompe Air France quand il y a besoin de liquidité, mais est-ce que nous pouvons activer la planche à billets? Est-ce que nous pouvons vraiment? Nous avons une monnaie. Aux États-Unis, on comptait une dizaine de compagnies. Il n'y en a pas plus de 3 de vraiment internationales. En Afrique centrale, l'espoir était permis avec Air CEMAC. Mais au dernier moment, ça n'a pas été le cas. Les égoïsmes ont repris le dessus. Le Cameroun a encore fait échouer le projet. Bref, il parle à plusieurs reprises d'égoïsme entre les États, la collaboration entre les États africains. Le contenu de ce livre est tellement enrichissant. Si vous voulez la suite, il faut acheter le livre en utilisant le lien dans la description de cet épisode. Bon, maintenant, place aux leçons apprises après la lecture du livre. Qu'est-ce qu'on a appris? Comme à mon habitude, je vous donne quelques leçons apprises à la fin de l'épisode. Ceux qui ne suivent pas les épisodes de ce podcast jusqu'au bout ratent beaucoup de choses. Et vous qui suivez jusqu'au bout, vous êtes les vrais. Vous avez soif de connaissances et de sagesse comme moi. Et je vous apprécie pour ça, car c'est rare. C'est rare. J'aimerais vous connaître et donc n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de chaque épisode. Bon, la première leçon, c'est que pour entreprendre en Afrique, il faut s'armer de patience, de courage et d'audace. Dans ce livre, on voit que le combat n'est pas qu'avec les compétiteurs locaux, mais aussi avec des compétiteurs étrangers déjà établis dans le pays et qui ne veulent pas céder des parts de marché. Dans le cas de Gervais Kofi Djondo, les banques européennes lui ont mis des bâtons dans les roues en usant de leur influence sur des politiciens locaux pour faire foirer le projet EcoBank. Et en plus de ça, la deuxième leçon, c'est qu'il faut combattre les mentalités locales. Dans le livre, il déplore le fait que les pays de l'Afrique francophone croient en l'État-providence. Et il dit dans le livre qu'en Afrique francophone, les jeunes veulent principalement faire leurs études, intégrer la fonction publique ou la politique et devenir des politiciens et attendre que l'État subvienne à leurs besoins et leur procure de la richesse. Mais ce n'est pas comme ça que les choses doivent être faites. Il ne faut pas compter sur l'État. Et il dit aussi, pourtant, dans les pays anglophones, comme l'Afrique du Sud ou le Nigeria, l'entrepreneuriat et la création de richesses sont bien vus et sont encouragés même. Et les jeunes veulent emprunter ce chemin. Et il nous apprend aussi que vous n'avez pas besoin d'un gros capital pour démarrer un projet. Comme j'ai précisé dans l'épisode, ce qu'il a fait avec EcoBank, certes EcoBank a eu plus tard des investissements de plusieurs millions de dollars dans son capital, mais c'était bien après qu'il ait démarré le projet. Le projet était déjà conçu et c'est après avoir commencé et lancé le projet qu'il a eu son financement. Très important à savoir. Et le livre nous apprend aussi plusieurs secteurs en Afrique qui ont besoin d'être améliorés, tels que l'échange et la circulation entre les pays d'Afrique, qui est actuellement difficile, et aussi le secteur de la notation financière. Et je précise aussi qu'il y a un Ivoirien, un homme d'affaires très célèbre, Stanislas Zézé, qui a flairé l'opportunité que Gervais Kofi Djondo mentionne dans ce livre.
Et cette opportunité-là, c'est celui de la notation financière en Afrique. Et cet homme a réussi à bâtir son empire grâce à ça, grâce à cette opportunité. Et il a même fait la couverture de Forbes. Genre, il s'est donné à fond et il a réussi à créer sa société Bloomfield. Et si vous réussissez aussi à résoudre un de ces problèmes, un des problèmes qu'il donne dans le livre, je pense que vous aussi, vous serez la prochaine success story. Ouais. Il parle aussi de l'importance de la rigueur et de la discipline dans l'éducation d'un enfant. Et aussi de la lutte contre le népotisme en Afrique. Ouais, beaucoup de népotisme et la xénophobie aussi. Bref, chaud. Et il dit avoir été éduqué de façon très rigoureuse et c'est grâce à ça qu'il a su être discipliné dans ses projets. Il a aussi inculqué à ses 9 enfants cette même discipline et il déplore le fait qu'il n'ait plus de force pour le faire avec ses petits-enfants. Il dit aussi que ses petits-enfants n'avaient droit à aucun privilège de recrutement dans les entreprises où il travaillait. Et il dit aussi que la compétence doit être le premier critère de recrutement, même entre les membres d'une famille. Ce n'est que comme ça qu'un véritable empire peut être bâti. Si vous voulez recruter votre frère ou votre cousin, il faut veiller à ce qu'il soit compétent pour le poste et qu'il ne soit pas là juste parce qu'il est de votre famille. Il est contre le népotisme. C'est ce qu'il mentionne dans le livre. Et ce livre contient tellement de leçons. Les énumérer ici serait trop long pour un seul épisode d'un podcast. Et je vous conseille vraiment d'utiliser le lien dans la description pour acheter le livre. Et je vous dis à mercredi pour le prochain épisode. Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec 2 personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.